Nous sommes en 1965. Singapour vient d'être contraint de devenir un pays indépendant après avoir été expulsé d'une union avec la Malaisie. Et voici à quoi il ressemble aujourd'hui. Si vous regardez les chiffres, de 580 km² dans les années 1960 à 720 km² en 2017, vous vous rendrez compte que Singapour a augmenté sa superficie de près de 25% en seulement 52 ans. C'est fou. Mais le parcours pour passer d'une minuscule poussière en Asie du Sud-Est à, une poussière un peu plus grande n'a pas été sans défi ni controverse. Vous voyez, le Singapour que nous connaissons aujourd'hui est le résultat de projets agressifs de remblaiement qui ont commencé dès le début des années 1800. En 1819, Sir Stamford Raffles de Grande-Bretagne est arrivé à Singapour dans le but d'établir un port britannique pouvant rivaliser avec celui des Néerlandais. À la place, il n'y avait principalement que des marécages de mangroves inhabitables et un petit village de pêcheurs. Mais Raffles et sa légion d'officiers n'ont pas perdu de temps pour se mettre au travail et transformer cette terre en la Singapour que nous connaissons aujourd'hui. Le premier projet de remblaiement a débuté en 1822, lorsque Raffles s'est concentré sur les rives sud de la rivière Singapour. Il a engagé 300 ouvriers pour construire une digue le long de la rive afin d'empêcher les marées hautes d'inonder la terre ferme. Le projet, qui a duré environ 4 mois, a donné naissance à la zone en forme de croissant connue aujourd'hui sous le nom de Bokeh. Cette zone et une petite colline nivelée par des ouvriers forment maintenant Raffles Place, le centre du quartier financier de Singapour. Ce type de projet a eu lieu au cours des dernières décennies et a donné naissance à certaines des parties les plus célèbres de Singapour que nous connaissons aujourd'hui, comme Marina Bay. Ces projets ont lieu pour plusieurs raisons, la première et la plus évidente étant le manque d'espace. Depuis l'indépendance de Singapour, sa population est passée de 1 650 000 à près de 6 millions de personnes aujourd'hui. C'est le deuxième pays le plus densément peuplé au monde, avec 21 646 personnes par mile carré, juste derrière Monaco. Dans un futur proche, l'espace manquera pour accueillir tout le monde. C'est cette limitation qui a poussé, par exemple, le ministère du Développement national de Singapour à publier le plan d'utilisation des terres de 2013, une stratégie prévoyant qu'environ 21,6 miles carrés de nouvelles terres seront nécessaires d'ici 2030 pour accueillir la hausse prévue de la population à 6,9 millions d'habitants. La deuxième raison est la peur de l'enfoncement. En raison du changement climatique, le niveau de la mer autour de Singapour devrait augmenter de plus de 3 pieds d'ici 2100. 30% de Singapour, incluant leur quartier central des affaires, sont situés à moins de 15 pieds au-dessus du niveau de la mer. Bien qu'ils ne soient pas autant à risque que les Maldives ou les Pays-Bas. Ces zones seront vulnérables aux inondations dues à la montée du niveau de la mer, aux marées et aux tempêtes. Cela peut sembler anodin pour le moment, mais ça l'est, ou du moins ça le sera à l'avenir. L'urgence de la situation a été soulignée pour la première fois par le Premier ministre Lee Hsien Loong lors du rassemblement de la fête nationale en 2019, lorsqu'il a annoncé qu'il faudrait 100 milliards de dollars ou plus pour renforcer les défenses côtières de Singapour dans les années à venir. Les nouveaux aménagements devront être construits à minimum 13 pieds au-dessus du niveau de la mer, contre 10 pieds avant. Les infrastructures critiques doivent être construites à 16 pieds au-dessus du niveau de la mer. Nous l'avons observé avec le terminal 5 de l'aéroport de Changi et le port de Tuas qui respectent ces critères durant leur construction. Enfin, le projet Long Island a été annoncé. Ce sera une île artificielle le long de la côte sud-est de Marina East à Changi, et elle pourrait inclure un réservoir pour renforcer l'approvisionnement en eau de Singapour et protéger son littoral contre la montée du niveau de la mer. Des barrages seront aussi érigés pour connecter les îles. Bien que les plans d'ingénierie n'aient pas encore été réalisés, Singapour espère que cela pourra également servir de logement pour 10 à 15 000 personnes. Mais bien sûr, leur quête de terre ne s'arrête pas simplement à Long Island. En fait, le gouvernement de Singapour s'est fixé pour objectif d'augmenter la superficie du pays de 7 à 8% d'ici 2030, ce qui la porterait à 300 miles carrés. Leur vision globale peut être illustrée par cette photo ici. La zone blanche représente ce qu'était Singapour à l'origine. La zone rouge claire, ce que Singapour a déjà gagné sur la mer jusqu'à aujourd'hui. Et la zone rouge foncée, ce que Singapour prévoit de gagner à l'avenir. Alors, comment fonctionne réellement la récupération de terres ? Eh bien, tout d'abord, malgré la terminologie courante, on ne peut pas récupérer des terres sur l'océan par la magie des droits souverains. Il faut la construire. Pour l'essentiel, la méthode de récupération des terres utilisée par Singapour consiste à remblayer une zone avec de grandes quantités de roches lourdes ou de ciment, dont une grande partie est du sable, puis à ajouter de l'argile et de la terre jusqu'à atteindre la hauteur souhaitée. Cependant, cela pose désormais d'énormes problèmes, le premier étant que le monde est en pénurie de sable. Aussi ridicule que cela puisse paraître, le sable est l'un des matériaux les plus importants et les plus sous-estimés sur Terre.
Mondialement, nous utilisons jusqu'à 50 milliards de tonnes de sable par an en faisant la deuxième ressource la plus extraite et commercialisée annuellement derrière l'eau. Le sable est la matière première essentielle pour construire les villes modernes, et Singapour en est particulièrement demandeur. Ils sont le plus grand importateur de sable au monde et le plus gros consommateur par habitant, ayant importé plus de 517 millions de tonnes de sable au cours des 20 dernières années. Mais cette soif de sable a provoqué des tensions dans la région. Singapour a épuisé son propre sable il y a longtemps, à l'exception d'une réserve stratégique située dans la région de Bedok, comme illustré ici. Mais cela a fait que la plupart du sable utilisé par Singapour provient de ses voisins d'Asie du Sud-Est, notamment l'Indonésie, la Malaisie, le Vietnam, la Thaïlande et le Cambodge. Ils ont tellement prélevé de cette ressource que cela est en train de détruire certains de ces pays. Par exemple, selon le programme des Nations Unies pour l'environnement, les exportations de sable vers Singapour seraient responsables de la disparition de 24 îles de sable indonésiennes. Gardez à l'esprit que seulement 0,6 miles de nouveaux terrains nécessitent 37,5 millions de mètres cubes de sable, soit environ 1,4 million de camions bennes. Cela revient essentiellement à transférer des territoires d'un pays à un autre. Par conséquent, la plupart des voisins de Singapour ont interdit l'exportation de sable vers le pays, le forçant à se tourner vers des pays plus lointains comme le Myanmar, la Chine et les Philippines. Un autre problème majeur est dit que la poldérisation nécessite essentiellement la destruction complète de la biodiversité pour fonctionner. La poldérisation détruit les fonds marins lorsqu'ils sont transformés en terres émergées. Les récifs coralliens, abritant des millions d'espèces marines, sont aussi détruits durant le processus. Avant les opérations de poldérisation menées à Singapour au cours des dernières décennies, les récifs coralliens couvraient environ 39 000 carrés. En 2002, ce chiffre était tombé à 21 000 carrés et aujourd'hui, il est d'environ 3,86. Ou bien, lorsque Stamford Raffles est arrivé à Singapour en 1819, le territoire était composé à 13% de marécages de mangroves. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 0,5%. La perte s'élève à 96%, le reste se situant essentiellement sur des terrains militaires ou étatiques. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Ce que j'essaie de dire, c'est que cette méthode de récupération des terres n'est pas viable à long terme. Passons maintenant à la technique de l'empoldérisation. Depuis novembre 2016, Singapour a commencé à adopter une nouvelle méthode de récupération des terres, appelée méthode de développement des polders. Elle a été utilisée avec succès par les Pays-Bas dès le XIVe siècle. Mais peut-être que l'aspect le plus attrayant de cette méthode est qu'elle nécessite moins de sable pour fonctionner. Cette photo illustre certainement mieux les différences que mes mots ne le pourraient. Au lieu de simplement utiliser plus de sable pour surélever le terrain, on construit plutôt une grande digue pour empêcher l'eau de mer d'envahir la terre, ce qu'on appelle un polder, tandis que des drains, des systèmes de pompage et des canaux contrôlent les niveaux d'eau. Cela aide aussi à se protéger contre la montée des eaux. Malheureusement, cette technique détruit complètement la biodiversité. Singapour n'a lancé qu'un seul projet utilisant cette technique, en construisant un polder à la pointe nord-ouest de Palau Tekong, pour agrandir sa base d'entraînement militaire de 2000 acres. Cette carte illustre le plan et prévoit l'achèvement de l'ensemble d'ici fin 2024. Ce n'est que le début de la récupération de terres par poldérisation à Singapour. Et ils atteindront probablement leur objectif de 300 miles carrés d'ici 2030, d'une manière ou d'une autre. Une préoccupation étant qu'en récupérant des terres, Singapour empiète lentement sur les voies maritimes et les limites territoriales de la Malaisie au nord et de l'Indonésie au sud. Ce sont également les deux premiers pays à avoir interdit les exportations de sable vers Singapour il y a plus de 15 ans. Alors, que pourrait-il en résulter s'il devait en résulter quelque chose? Je suppose que nous devrons simplement attendre et voir. Merci d'avoir regardé.